Bonsoir. Après un ingénieur du spatial, un scientifique, un juriste. Alors, je suis désolé, je pense que nombre d'entre vous ont envie d'envoyer des juristes dans l'espace. Mais un juriste spécialiste en droit de l'espace, c'est d'abord quelqu'un qui s'intéresse aux activités humaines dans l'espace. Et le sujet dont je vais vous parler est lié à l'activité humaine, aux conséquences de l'activité humaine. On aura peut-être de la peine à le croire, mais aujourd'hui, ou jusqu'à aujourd'hui, il n'existait pas de système coordonné mondial de gestion du trafic spatial. Alors, il y a environ 15 ans, on avait à peu près 1000 satellites opérationnels en orbite. Aujourd'hui, on en a 15 000. Avec ça, on a, comme l'a illustré avant l'image donnée par Jean-Paul, des débris spatiaux, à savoir environ 1 million de débris de 1 cm et jusqu'à 130 millions de débris de 1 mm. Alors bien sûr, l'espace est immense et une telle petite taille des débris par rapport à la dimension spatiale, on peut se dire que c'est pas si terrible que ça, mais il faut savoir que ces objets circulent à une vitesse supérieure à 3 km par seconde en orbite haute et à plus de 8 km par seconde en orbite basse. C'est donc beaucoup plus rapide qu'une balle de fusil qui circule, elle, à 900 mètres par seconde. Si vous ajoutez à cela le fait que les acteurs se sont multipliés, à l'époque vous aviez uniquement des agences spatiales, maintenant vous avez des forces armées, des opérateurs privés qui placent des satellites en orbite basse, qui font de la télédétection, donc de l'imagerie satellite à partir des satellites en orbite basse, qui fournissent des communications, des opérateurs publics qui fournissent des systèmes de positionnement depuis l'orbite moyenne, ensuite des satellites de communication, de diffusion de programmes depuis l'orbite haute. Ça implique un paysage qui est vraiment congestionné. Ça signifie que chaque opérateur, chaque année, fait de plus en plus de manœuvres d'évitement. Pour SpaceX, ou Starlink, parce que ça reste la même société, ça signifiait 50 000 manœuvres d'évitement en 2023. En 2025, c'était 300 000 manœuvres d'évitement. Donc ça augmente. C'est aussi parce qu'ils ont rabaissé leur constellation pour la mettre un peu plus bas pour avoir une meilleure connectivité. Donc dans ce paysage compliqué, vous avez en plus la concurrence entre opérateurs basés dans des puissances spatiales concurrentes. Ça signifie qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas de système unique, ou juste aujourd'hui, il n'y avait pas de système unique de coordination, les satellites Starlink n'avaient ou n'ont aucun moyen de se coordonner avec des satellites Tianfeng ou Guowan, constellations chinoises en orbite basse. Il faut savoir que 5 constellations principales se développent. Starlink SpaceX, Amazon Kuiper, OneWeb Eutelsat, Tianfeng et Guowan. Alors bien sûr, on n'a pas besoin de 5 systèmes, 2 peut-être pour avoir une redondance, mais c'est une question de souveraineté. Et d'autres systèmes se développent encore. Donc encore une fois, quand Amazon, pour pas prendre toujours le même, Amazon manœuvre en orbite basse pour éviter un débris ou éviter un satellite chinois, il n'y a aucun moyen pour dire à l'autre ce qu'il fait. Donc ils manœuvrent, ils publient leurs manœuvres sur leur site web, parfois même sur X, donc l'ancien Twitter, et ils espèrent que l'autre l'a lu et prendra en compte leur manœuvre. Ça se passe comme ça aujourd'hui. Et si ça se passe comme ça, c'est parce que les Américains ne veulent pas aller sur un système chinois. Les Chinois ne veulent pas aller sur un système américain. Depuis 60 ans, l'armée américaine faisait ce trafic spatial de manière spontanée au travers de SpaceTrack, un système qui est germé par l'armée américaine en envoyant des emails spontanément aux différents opérateurs pour leur dire attention, il y a un risque de collision, manœuvrez. Il n'y a pas de manœuvre standard, il n'y a pas de système standard de communication des données. La donnée spatiale, à savoir la position de l'objet dans l'espace, est à l'origine, le plus couramment, exprimée au travers de ce qu'on appelle les TLE, Two Lines or Three Lines Elements. Les standards se sont développés par la suite avec les standards CCSDS, qui incluent certains partenaires, y compris Interspoutnik, donc un partenaire russe, mais ce sont toujours des standards relativement occidentaux. À cela, il faut aussi ajouter le fait que vous avez des opérateurs qui s'intéressent à où est leur objet. Certains savent exactement où il est, pour d'autres, c'est 4 ou 5 km plus loin. Vous avez des astronomes qui calculent également la dimension et le déplacement des objets, qui eux s'intéressent à ça parce qu'ils sont gênés par les satellites qui émettent des ondes et qui réfléchissent le Soleil, qui les empêchent donc d'observer librement l'univers. On a donc aussi un problème d'observation de l'univers. Et puis vous avez les forces armées, bien sûr, avec des satellites qui font ce qu'on appelle des proximity operations, c'est-à-dire qui se déplacent en orbite, qui s'approchent d'un satellite, qui volent avec lui, qui font quelques tours de planète pour l'observer, pour l'espionner et pour collecter des données. Et c'est ce que va faire ClearSpace également. ClearSpace, c'est cette entreprise suisse
qui va enlever des débris spatiaux. Parce qu'il faut pouvoir les enlever, il y a les gros débris. Donc elle développe un robot pour aller chercher ces gros satellites comme Envisat, qui est un satellite de l'Agence spatiale européenne qui pèse environ 5 tonnes, qui est toujours en orbite et qu'il va falloir désorbiter. Et donc il y a space à savoir où sont les objets qu'ils doivent aller chercher, où se trouve chacun de ces éléments pour avoir une image claire de l'espace. Ceci est d'autant plus important que aujourd'hui le business model du New Space, SpaceX, consiste à lancer le plus de satellites. On dit que SpaceX, bien sûr, c'est une révolution parce qu'ils font un premier étage réutilisable, mais en fait, c'est une conséquence d'un business model. Et c'est le business model qui a révolutionné le spatial. Les ingénieurs de la NASA me confirmaient lors du lancement des James Webb. Cette manière de concevoir l'espace avec une nouvelle vision économique a permis de lancer plus. Parce que pour baisser le coût des lancements, on lance plus de fusées et on lance plus de fusées pour lancer plus de satellites en orbite pour amener une connectivité. Les satellites étant en orbite basse, ils vont petit à petit rentrer dans l'atmosphère, se consumer, être détruits. C'est bien parce que ça ne crée pas de débris. Néanmoins, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et les dommages pour l'atmosphère sont encore inconnus. Par contre, ça signifie qu'il faut relancer constamment les satellites. Et c'est ainsi que SpaceX lance 2 fois par semaine. En lançant 2 fois par semaine, ils ont pu baisser le coût du lancement au kilo de 40 fois moins qu'avant. Ça signifie que maintenant, l'espace est accessible pour des nouvelles activités. Et donc, le problème qui se pose, c'est toujours l'absence de dialogue entre ces différents acteurs qui ont besoin d'échanger des données dans différents formats, dans différentes langues, sans vraiment donner la substance ou la précision de ces données. Parce que il y a des éléments sur lesquels on se dit, il n'y a aucune raison de garder un secret, ce sont les débris. Il est logique que chacun sache où sont les débris. Mais caractériser le débris, c'est-à-dire savoir exactement où il est, quelle est sa dimension, comment il circule, ça signifie dévoiler ses capacités d'observation, qui sont pour les astronomes, bien sûr, les capacités qui sont prêts à discuter, mais pas pour les forces armées. Ça signifie dévoiler une puissance dans l'espace, une puissance d'examen et de surveillance spatiale. Donc les acteurs veulent échanger. Ils ont besoin d'échanger parce qu'il faut éviter le risque, mais ne pas échanger trop. Ils ne savent pas non plus avec qui échanger exactement. Mais on parle d'un système qui doit nécessairement permettre un échange de données entre un ingénieur américain et un officiel militaire iranien. Entre un membre de l'agence spatiale allemande et la Corée du Nord. Parce que la Corée du Nord et l'Iran opèrent bien sûr les objets dans l'espace. Et d'ailleurs, il y a une année exactement, un satellite malaisien a failli rentrer en collision avec un satellite nord-coréen. Il n'y avait aucun moyen de se coordonner. Ils sont passés par les Nations Unies, ont envoyé des messages. Il n'y avait pas de réponse. Finalement, ils ont fait une manœuvre d'évitement, les Malaisiens. Ils ont publié leur manœuvre. Tout s'est bien passé jusqu'à maintenant. Et le risque, bien sûr, c'est qu'il y a une collision. Et s'il y a une collision, il peut se passer ce qu'un physicien de la NASA a décrit ou a théorisé il y a pas mal d'années, qui s'appelait Donald Kessler. C'est le syndrome que vous avez vu dans le film Gravity, avec Sandra Bullock, où un débris en détruit un autre, en crée de plus en plus, crée un nuage de débris, jusqu'à rendre une orbite inutilisable. Au mieux, si c'est en orbite basse, pour 6-7 ans. Au pire, et plus probablement pour des dizaines de milliers d'années. Il y a déjà des collisions. Et jusqu'à maintenant, ce syndrome ne s'est pas créé. Mais ça rend les activités toujours plus coûteuses. Ça implique toujours plus de manœuvres. Chaque manœuvre, c'est du carburant, c'est des ressources humaines, c'est la limitation d'exploitation du satellite, c'est la diminution de vie d'exploitation qui peut aller jusqu'à 50 millions par satellite. Et donc, il faut un système pour permettre ce dialogue. Il faut pouvoir établir un outil au niveau des gens qui s'occupent, des opérateurs, des ingénieurs, qui s'occupent des satellites. Quelque chose qui ne permet pas seulement un dialogue entre puissances spatiales concurrentes, comme ça existe déjà aujourd'hui, c'est-à-dire les États-Unis et l'Europe, avec un peu l'Inde et le Japon, mais un système qui permet à la Chine de dialoguer avec l'Europe, à la Russie avec l'Inde, en maintenant leur souveraineté, en maintenant leur spécificité, parce que chacun a ses propres règles, ses propres standards à nouveau, et les standards sont un domaine de recherche, à savoir comment décrire la direction des objets, parce que certains savent quel élément prendre en compte, mais de fois qu'on se rend compte avec la recherche que des nouveaux aspects,
de la météorologie spatiale doivent être pris en compte pour bien maîtriser et comprendre le drag d'un satellite. Donc un système qui maintient la souveraineté, qui assure la neutralité et la transparence. Et là, bien sûr, vous allez comprendre où je veux en venir. C'est pour ça que j'ai créé cette entreprise en Suisse. C'est pour avoir justement ce socle de neutralité, de transparence, cette culture de gouvernance pour amener la confiance entre les différents acteurs. Il s'agit de mélanger, mais de prendre en compte l'aspect science humaine, gouvernance, confiance et diplomatie, avec un outil technologique qui est une plateforme numérique destinée à permettre l'échange des données dans un environnement connu, entre acteurs clairement identifiés, après un KYC, permettant finalement que ces données soient utilisées pour nourrir des systèmes automatiques d'évitement des collisions. Parce que petit à petit, les satellites ont leur propre système, bien sûr, équipé d'IA pour éviter les collisions. Cependant, comme vous le savez, c'est pas vous que je vais apprendre, pour que ces systèmes soient efficaces, il faut qu'ils aient un set de données complet pour avoir une image complète de la situation spatiale, pour pouvoir prendre en compte tous les objets qui s'y trouvent et toutes les manœuvres. C'est donc ce projet qui est mené avec Spresso, qui est une société créée en Suisse en 2023, qui grandit, qui est soutenu par le PFL, soutenu par l'armée suisse, soutenu également par le DFAE. Nous progressons et petit à petit, nous amenons une solution digitale liée à la Suisse, au neutre, dont maintenant d'autres, pas s'inspirent, mais d'autres avaient pensé pour d'autres secteurs comme le commerce. On sent que les deux aspects sont nécessaires. Je vous remercie de m'avoir écouté et je serai rapide de répondre à vos questions par la suite. Merci beaucoup.